Nous étions sur le Niger et on évoquait donc ces détournements de fonds dans le secteur de la défense. Credo Tété, quelle peut être la réaction des soldats au front quand ils apprennent de ces genres de choses? Non, mais ça sera avant tout un sentiment de découragement parce que les soldats qui sont au front, ils ont l'habitude de dire que leurs chefs sont dans les bureaux. Ce sont eux qui ont la grosse part du gâteau. Donc, ils sont déjà préparés. Mais ils vont se réjouir. Ils vont se réjouir que leurs patrons, ceux qui les trichent, seront exposés. Mais maintenant, vous permettez que je revienne un peu sur les approches de solutions qu'a présenté le chef de l'État nigérien, soit la sanction, mais je crois qu'il a pris aussi des gants. Il a pris des gants parce que normalement, ceux qui sont sujets à ces malversations, à ces détournements sont connus parce que sur chaque marché, on sait qui a gagné le marché ou bien à qui on a donné le marché. Est-ce que la personne... Donc, toutes ces personnes sont déjà sues. Aussi bien ceux qui ont bouffé sur ces marchés des commissions. Maintenant, l'idéal voudrait que le président puisse taper du poing sur la table. Mais le X, c'est quoi? C'est que lui-même, il n'est pas un homme au galon, donc il n'est pas des forces armées, donc il doit prendre des gants. Et c'est cette ouverture qu'il fait mais il est le chef suprême, qu'il soit civil ou pas, du moment qu'il devient président. Je n'en disconviens pas. Patron, hein? Je n'en disconviens pas. Donc c'est la même chose lorsqu'on nous dit que le chef de l'État est le premier magistrat. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il est magistrat. Donc il doit prendre des gants pour aborder certains sujets. Surtout les questions de défense, du moment où ce n'est pas le chef de l'État qui fait par exemple le plan de guerre, qui fait les situations sécuritaires, donc il a toujours besoin de conseils. Maintenant, est-ce que son cercle fermé de conseillers militaires, est-ce qu'il n'y a pas cette gangrène? Donc c'est là où je dis, il a pris des gants pour offrir des portes de sortie. Donc c'est pourquoi il dit, la première situation, bien la première porte qui est privilégiée, c'est le remboursement, bien le reversement de ce qui aurait été détourné. Et la seconde étape, lorsqu'il y aurait résistance, donc on peut aller au tribunal. Là aussi, ça ne sera pas le tribunal, disons le tribunal civil. Donc ça sera prioritairement le tribunal militaire. Parce que on doit comprendre aussi quelque chose. Nous, les civils, nous nous exposons, mais militaires, ils sont tellement disciplinés qu'ils se protègent, ils se disent des choses, ils peuvent se punir, mais il y a des choses qui ne sont pas au dehors. Donc il faudrait que le président puisse vraiment manager cela, parce que s'il ne sait pas le faire juste pour contenter aussi l'opinion publique, il risque de grandes surprises. David, vous pensez que le président Issoufou ne pourrait pas avoir le courage de frapper comme il faut? Déjà, le seul fait de dénoncer ces pratiques, c'est la preuve qu'il veut en finir avec ces pratiques. Et s'il le fait, c'est parce qu'il sait sur quoi il compte. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec Credo lorsqu'il dit qu'il a pris des gants. C'est au président de la République, c'est à lui que reviendra le bilan qu'il doit présenter à la fin de son mandat. Oui, peut-être que c'est quand on dit que le gouvernement a décidé de faire rembourser les montants indûment perçus. Dans d'autres circonstances, on aurait coffré déjà des gens avant de demander peut-être de liquider leurs biens pour recouvrir les fonds. Oui, on peut pas coffrer des gens sans preuve. Il faut mener des enquêtes. Les enquêtes sont peut-être en cours. Ça va déterminer forcément les auteurs de ces pratiques-là. Et quand ces auteurs seront connus, la sanction va aller à leur encontre. C'est tout à fait normal. Quand vous êtes chef d'État, chef suprême des armées, vous avez des comptes à rendre. Et l'armée vous est obéissante. Que vous soyez civil ou militaire, l'armée vous est fidèle. Et donc, vous n'avez pas à avoir peur de cette armée. Si cette armée ne donne pas le bon exemple, si cette armée est la mauvaise élève, si cette armée vole de l'argent, aujourd'hui, le Niger n'est pas à l'abri du terrorisme. Le Niger a besoin d'argent pour financer son armée. Et les militaires qui sont au front vous disent qu'ils n'ont pas les moyens
ils n'ont pas la logistique militaire nécessaire. Le pays sollicite même l'appui des et donc les hommes qui sont sur le front n'ont pas cet appui militaire pour combattre les terroristes. Les terroristes, quand ils arrivent, ils sont à bord de motos, ils sont sur des motos, ils ont des armes, ils ont tout, ils viennent, ils ne s'attaquent pas aux généraux qui sont dans les bureaux, ils s'attaquent aux militaires qui sont là, qui sont positionnés à des endroits précis. Et donc aujourd'hui, si le président décide de mettre fin à ces pratiques, c'est une réelle volonté de sa part. Et moi, je pense que l'armée doit l'écouter. Parce qu'aujourd'hui, l'armée nigérienne est connue comme l'armée la plus corrompue dans la sous-région. Et le président dit non, je n'en veux plus. Et quand on parle de détournement, des armées alors. Et quand on parle de détournement, c'est des milliards. Et c'est beaucoup d'argent. Ces milliards pourront servir à financer les hommes de rang qui sont sur le front en train de combattre le terrorisme. Mais il faut quand même à un moment que ça s'arrête. L'armée n'appartient pas à un général, aussi puissant soit-il dans l'armée nigérienne. L'armée ou les caisses de l'armée appartiennent à l'armée. Elles doivent être utilisées pour renforcer le matériel sécuritaire et logistique de l'armée. Oui, non, mais j'ai bien suivi le développement de mon cher ami David, mais là où je voudrais nuancer pour dire que je ne suis pas totalement d'accord ou bien j'ai été incompris, c'est que David parle d'enquête qui va suivre. Mais avant, les enquêtes ont été faites, donc c'est pourquoi on a décelé qu'il y a des détournements, il y avait eu de la dilapidation de la richesse. Donc là, le président ne peut pas dire qu'il ne sait pas aujourd'hui ceux qui sont les réels auteurs de cela. Donc s'il le sait, donc le président est dans une phase aujourd'hui, et David le sait bien que moi, ça c'est la phase communicationnelle, parce qu'il a un bilan à défendre. L'un des axes de son bilan, donc il serait interrogé sur la question sécuritaire, et c'est une gangrène. Comment est-ce que le chef de l'État nigérien a changé l'ancien ministre de la Défense? Donc c'est dire qu'il y avait déjà des bribes d'informations qui se passaient des choses. Donc c'est pourquoi il nous en souvient également que l'actuel ministre de la Défense, lorsqu'il a pris, donc il s'est empressé de demander à ce que les audits soient faits. Et ce sont les résultats de ces audits. Et qui parle d'audits dans le jargon militaire, donc ce sont les enquêtes. Et là, on sait qui a fait quoi. Maintenant, si le chef de l'État nous dit qu'il laisse la latitude de rembourser, c'est un choix, parce que aujourd'hui, c'est lui le chef de l'État. C'est lui qui sait le climat dans lequel il est en train de vivre. Et il sait que lorsqu'il voudra aller, disons, vite en besogne, il peut avoir... donc c'est comme s'il lance une balle de tennis. S'il ne sait pas, ça doit lui revenir. Mais comment est-ce que ça va lui revenir? Il ne le saura pas. Parce que là où je conviens un peu avec David, donc lorsqu'il a essayé de présenter, disons, l'ossature de l'armée nigérienne, c'est une armée qui est toujours en construction. C'est une armée qui n'est pas totalement solide. Et dans cette armée, il y a ce qu'on appelle en griffe les fous. Le fou, donc lui-même, il n'est pas à l'abri. Donc c'est là où je parlais du président Issoufou qui a porté des gants. Il porte des gants parce que c'est un sujet assez sensible. S'il ne sait pas son pouvoir, il ne peut même pas aller au terme de son mandat. Non, ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que il y a également eu des surfacturations. Un exemple palpable, un hélico de 30 milliards a été vendu à 47 milliards. Par exemple, donc il y a quand même des choses concrètes qu'on peut effectivement démontrer. Mais étant donné que c'est l'armée, on essaie quand même de prendre des dispositions pour que les gens ne fassent pas une insurrection, pour que d'autres ne désertent pas. Le problème, c'est qu'on n'est pas en temps normal, hein. On est en temps de guerre et des troupes sont sur le terrain. Vous savez, je vais retrouver les chiffres, entre décembre 2019 et janvier 2020, il y a eu 200 soldats qui ont perdu la vie. Et c'est là où, effectivement, cette sortie du président intervient en temps, parce que, il veut comprendre pourquoi ça ne marche pas sur le terrain, pourquoi nous sommes tués comparativement aux autres. C'est vrai, le Togo a perdu également des hommes, nous avons perdu beaucoup d'hommes dans des missions, mais pourquoi le Niger perd assez d'hommes comme ça? C'est qu'il y a un problème sur le terrain, et quand on vérifie, on voit la racine du problème, c'est ces détournements-là, cette surfacturation, le vol de l'argent qui devrait servir aux hommes qui sont en train de combattre pour la sécurité du pays. Aujourd'hui, je pense que le président nigérien va prendre des mesures
pas nécessairement des mesures très communiquées, mais il y aura quand même certains hauts gradés qui vont aller très vite à la retraite. Il y a des hommes de main qui vont payer, mais il a dit le plus important, c'est que tout l'argent soit remboursé d'abord et le reste, on avisera. Maintenant, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, il y a les partis politiques du Niger, il y a la société civile, il y a les associations de défense des droits de l'homme au Niger qui peuvent également se saisir de ce dossier et dire, Monsieur le Président, félicitations, mais allez-y jusqu'au bout. Tous ceux qui ont fait ces détournements doivent payer. Et vous voyez même des sociétés qui ne sont pas des sociétés nigériennes à 100%, mais qui effectivement se sucrent sur le dos des soldats nigériens. C'est un problème qui doit servir également d'exemple pour les autres chefs d'État. Il faut essayer de tout faire pour mettre ceux qui nous défendent, ceux qui assument notre sécurité vraiment à l'aise. Et vous savez que ce problème s'est déjà passé une fois au Togo, dans l'histoire du Togo, où un général de ce pays a été destitué par Eyadema parce que le Togo avait passé des commandes d'armes en Chine et lui, en tant que général, il est allé prendre les armes des bibelots d'armes au Singapour pour livrer à l'armée togolaise. Et quand Eyadema l'a su, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait déchoir ce général. Il a ramené au grade de premier, comment on les appelle là, de général, il a été destitué. Un élément de première classe. Oui, un élément de première classe. Terrible. Pendant des années. Oui. Et il y a eu beaucoup d'autres cas comme ça. Hein. Et c'est Eyadema qui, de retour d'un voyage de la Chine, a fait une escale en Philippines, je crois, c'était aux Philippines, et il tombe sur les mêmes armes qu'il avait passées en commande et qui ont été livrées à l'armée togolaise, au même prix, et même plus. Alors que c'est des bibelots, c'est des gadgets, c'est des armes qui ne représentaient rien. Et Eyadema a été très courageux dans le temps. Et le général, il a fait des choix. Il est devenu homme de première classe pendant longtemps, avant que il ne revienne sur sa décision pour la chance du général Eyadema, c'est qu'il l'histoire du Togo. C'est en plus d'être le chef de l'armée, il était lui-même militaire, il pouvait contrôler la qualité des armes. C'était une décision très courageuse qu'il avait prise dans le temps. Il a appliqué, le général, il a exécuté, il n'a rien dit, il est devenu soldat de première classe pendant très longtemps, avant que des lobbying reviennent à Eyadema pour lui dire bon voilà, il faut gérer l'affaire autrement. Avant qu'il ne soit remis. Credo, tu sais. Non, je connais ce. Le général, il est encore vivant aujourd'hui. Oui, il a la retraite, mais il est vivant. Oui, le général est vivant, donc je crois que lorsqu'on parle d'un général vivant, donc si les gens suivent nos regards. Non, il faut pas donner plus de détails. Non, nous n'allons pas donner de détails parce que c'est un dossier, nous ne maîtrisons pas le contour. Mais tout ce que je voudrais dire, vous avez bien fait de parler d'Eyadema. Et Tony l'a dit, Eyadema un homme d'État, Eyadema un général d'armée, et Eyadema avec sa posture. Donc là, si on veut comparer la posture, ou bien on veut dupliquer l'action de feu général Eyadema aux côtés de l'action, ou bien du début de l'action de Issoufou, c'est le jour et la nuit, parce que là, et c'est ce que je tentais tantôt de vous expliquer, lui n'est pas un homme de métier. Un homme de métier sait comment taper du poing sur la table. Et lorsque vous êtes tous des hommes de métier, et lorsque ton supérieur te parle, tu sais au moins que c'est sérieux. Mais lorsque on donne, disons, la fonction à un civil qui vous commande, on sait également quels sont les genres de réactions de ces hommes en tenue. Ce qui n'est pas normal en fait. Ce qui n'est pas normal parce qu'il doit obéissance, doit soumission. Mais la carrure d'Eyadema dans le dossier ou bien dans l'exemple qu'a donné David aussi avait pesé parce que Eyadema, c'est celui-là qui était craint. Notre second sujet, c'est le Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, le parti au pouvoir du président Paul Biya, a très largement remporté les législatives du 9 février avec 139 sièges sur 180 selon les résultats partiels rendus publics vendredi par le Conseil constitutionnel. La participation a été très faible, elle s'élève à moins de 46%, et c'est ce que le président Clément Atangana du Conseil constitutionnel a affirmé. Mais il faut préciser que pour le moment,
il y a 13 sièges qui manquent puisque les élections ont été annulées dans au moins 11 circonscriptions des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest et doivent être reprises là-bas. Donc, si on fait le calcul, pour le moment, on compte 139 pour le parti au pouvoir, mais qui avait 148 en 2013. Il est suivi immédiatement de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, mais parti allié du parti au pouvoir, qui remporte 7 sièges. Créneau Tété, on est où là? Non, je crois que nous sommes au Cameroun. Et le Cameroun est un pays assez atypique. Et si on considère les derniers développements politiques, donc c'est un score qui ne doit pas étonner. Parce qu'il a pris le soin de faire le maillage stratégique du territoire. C'est vrai, la partie anglophone ne lui sourit pas comme cela se doit. Donc il y a de la résistance. Mais c'est quelqu'un, lorsqu'il a essayé de décourager l'opposition par des actions antérieures qu'il a posées, donc là, avec 139 sièges, donc on peut dire qu'il a fait le paquet, parce que là, il a la main pour faire passer ces choses. Mais ce qui voudrait dire que les 41 sièges qui restent encore, lorsqu'on va refaire les élections dans ces zones, il n'est pas exclu qu'ils prennent encore, disons, des sièges. Sauf qu'il y a des zones hostiles. Hein. Non, les zones hostiles. Les deux partis là, c'est pas... Oui, non, nous n'en disconvenons pas. Donc, les deux partis, donc, je sais qu'il y a de l'hostilité, mais du moment où c'est lui qui est l'organisateur, donc là, et connaissant un Paul Biya qui ne parle pas, mais qui agit, donc il peut y avoir encore des surprises. Même s'il n'arrive pas à glaner avec les 139 sièges, il peut faire passer les tests de loi qu'il veut. Donc aujourd'hui, mais est-ce qu'il faut dire que la classe politique de l'opposition camerounaise est sortie de l'ornière? Donc je dis, c'est maintenant que le travail commence pour eux. Parce que une chose est de faire le cinéma politique. Le cinéma politique, c'est que on laisse l'action sur le terrain, on est sur les médias, sur les grands médias, on parle, on fait des promesses, mais on ne fait rien sur le terrain pour mobiliser les masses. Alors ici, c'est vrai que Paul Biya jubile 139 sièges, mais quand on regarde la participation, les Camerounais se sont totalement désintéressés de cette élection. Mais puisqu'il est seul, à aller à ces élections. Kamto n'est pas allé, son parti n'est pas allé. Oui, Kamto n'est pas allé, mais il y a quand même Cabral Libi qui est allé avec son parti. Il y a le SDF, parti majoritairement implanté dans la zone anglophone. Qui est tout ça, c'est des partis alliés. On sait comment le SDF a fait allégeance au parti de Biya. Toute cette formation politique qui se sont présentés à ces élections sont des partis alliés de Biya. Et moi, j'ai honte pour Paul Biya. Si, malgré l'absence de l'opposition à cette élection, il n'est pas arrivé à avoir la majorité des sièges à l'Assemblée. Il faut laisser un peu pour les autres aussi, peut-être. Ça veut dire qu'il a été très paresseux sur le sujet. Je pense que le problème au Cameroun aujourd'hui, c'est le refus de Paul Biya de s'ouvrir ou d'ouvrir le pays à une démocratie pluraliste et d'accepter les oppositions à sa gouvernance. Il a fait tout. C'est Maurice Kamto lui-même qui a... Oui, puisque les conditions d'organisation de ces élections ne sont pas fiables. Il a dit au départ, il voulait participer. Au départ, Kamto avait accepté de participer à ces élections. Et tout le monde l'avait applaudi. Mais quand il s'est rendu compte que les conditions n'étaient pas assez transparentes pour prendre part à ces élections, il a refusé. Il ne veut pas être complice de cette situation. C'est tout à fait normal. Il serait allé aussi, peut-être qu'il aurait un peu fait baisser le siège de... C'est un choix politique, il assume et je pense que c'est la meilleure décision qu'il a pu prendre. Maintenant, Biya a la majorité à l'Assemblée, c'est ce qu'il cherchait depuis, c'est pour ça qu'il a réussi à écarter ses oppositions. Qu'il fasse du Cameroun ce qu'il veut. Et on verra véritablement s'il a la volonté de changer le visage du Cameroun. Il y a tout ça, cette majorité à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, le Cameroun reste toujours le Cameroun. Quand vous allez à Yaoundé, à Douala aujourd'hui, et qu'on vous dise que c'est un président qui était au pouvoir depuis des années, qui n'est même pas capable de bitumer des routes, de mettre de l'électricité, de mettre des infrastructures sanitaires, de permettre à la population de manger à sa faim, et qu'on vous dise que ce président a encore des ambitions pour son pays, ça frise le ridicule. Je pense que Biya aujourd'hui doit comprendre qu'il est temps de laisser le pouvoir. Sinon, vous avez vu déjà comment le président français l'avait traité la semaine dernière. C'est aberrant qu'un jeune homme de 40 ans
s'adresse à son père ou à son grand-père, aussi à son père, à son grand-père, qui a des années de présidence, que le président Macron s'adresse à un président camerounais comme ça, c'est parce que il a voulu qu'on le traite aussi bas. Il a été traité avec toute la bassesse à laquelle il a droit. Il y en a qui estiment que la participation communiquée par le Conseil constitutionnel de 45,98% aurait même été gonflée parce que le jour du scrutin, les bureaux de vote étaient presque vides, que ce soit à Douala, Yaoundé, un peu partout. Ne parlons même pas des zones anglophones. Vous savez qu'en Afrique, c'est vraiment rare qu'on ne dénonce pas des fraudes, quel que soit ce qui est fait comme effort. En même temps aussi, quand on est parti au pouvoir, on a comme l'impression qu'on est obligé de faire des fraudes des fois. Je parle d'une façon générale. Mais en ce qui concerne le Cameroun, effectivement, M. Biya a un boulevard devant lui, il a exploité et il va l'exploiter encore. Est-ce qu'il va encore se présenter aux élections présidentielles? On verra bien. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut faire passer tout ce qu'il veut comme loi et c'est malheureux. Il est temps que les oppositions comprennent en Afrique que nous avons essayé en Afrique les boycotts, ça n'a rien donné. Il faudrait changer de stratégie. Vous savez que dans certains parlements, il suffisait qu'il y ait un petit nombre de députés de l'opposition pour bloquer des lois. Mais si on laisse le boulevard, à chaque fois on dit, bon, les conditions ne sont pas réunies, donc on ne participe pas aux élections, est-ce qu'on fait vraiment du bien à nos pays? C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun ne semble pas avancer. Bon, je pensais que le Cameroun devrait décoller et devenir un grand géant comme l'Afrique du Sud, parce qu'il y a la potentialité. Et quand on a la chance d'avoir un pays à deux langues, français et anglais, normalement, ça fait quand même double culture et ça devrait aider à s'ouvrir sur plus de monde que ceux qui pratiquent une seule langue officielle. Mais la gouvernance pose vraiment problème. Vous savez, Credo disait tout à l'heure que le président Biya préfère les actions, il ne parle pas beaucoup. Non, moi je dirais, il ne parle pas beaucoup, il préfère gagner. Parce que vous avez vu la campagne qu'il a eu à faire avant de remporter encore la victoire. Et pour cette législative, son parti n'a pratiquement pas beaucoup souffert, puisque le devant c'était vide, c'était le boulevard. Aujourd'hui, il faudrait que l'opposition ou les oppositions se remettent en cause en Afrique pour voir est-ce qu'il faut toujours laisser le boulevard. Si les conditions ne sont pas réunies, comment se lever très tôt pour exiger et avoir effectivement de bonnes conditions. C'est cela que le peuple attend de nous. Parce que le peuple ne peut pas tout faire. Les citoyens ne peuvent pas tous se mettre dans les salles des parlements pour exiger des choses. C'est pourquoi nous avons des leaders. Les citoyens adhèrent à des partis politiques et attendent que les leaders de ces partis politiques les défendent. Mais si à chaque fois l'opposition démissionne en Afrique, je crois qu'il y a un problème et puis on laisse le boulevard. Et ceux qui sont au pouvoir, quand ils sont fatigués, ils vont se faire remplacer par leurs enfants, ils vont se faire remplacer par leurs amis et le même système continue. Les pauvres seront toujours pauvres, les riches seront toujours riches et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir les moyens pour faire de grandes études ne vont jamais progresser et c'est dommage. Il est temps de revoir effectivement la façon de faire la politique en Afrique et surtout au Cameroun, un pays qui devrait servir d'exemple dans la zone. Credo, qu'est-ce qu'on retient finalement? C'est le raz-de-marée du parti de Paul Biya ou la faible participation? Non, mais moi je crois qu'aujourd'hui, le décompte se fera par rapport au nombre de sièges. Donc c'est le raz-de-marée. Quel que soit le taux de participation, donc ils auront des députés aujourd'hui. Le schéma, ce que nous avons... Il y a aussi un problème quand vous dites au pouvoir depuis 36 ans déjà et que vous dites très aimé par les Camerounais et vous organisez une élection, il n'y en a que 45 sur 100 qui se déplacent, il y a un souci. Non, on ne peut pas le voir uniquement sous l'aspect de souci. Donc on peut dire que c'est un début de démocratie. Donc les gens se sont exprimés. Les gens sont libres d'aller voter. Les gens sont libres d'aller voter. Et puis les gens sont libres également de voter les candidats de Biya ou bien de ne pas les voter. Mais moi je prends le second volet pour dire les gens n'ont pas totalement voté Biya 100%, mais il y a déjà un début d'action. Mais il faut que le président camerounais ouvre le pays sur la voie du développement politique. Mais c'est un signal qui se repose aussi. C'est un message aussi assez fort des Camerounais à l'endroit de Biya. Ça veut dire que il n'y a que la minorité des Camerounais qui adhèrent à sa politique. Déjà, les chiffres des 45%, on ne sait pas vérifier, puisqu'il n'y a aucune statistique qui le prouve. Le constat a dégagé que les bureaux de vote étaient vides, il n'y avait personne. Et donc, la commission dit autre chose. Il faut trouver un chiffre pour l'imposer. Et si votre opposition ne participe pas
à cette élection législative et que vous n'êtes pas capable de mettre plus de 50% des électeurs camerounais à ce vote, ça veut dire que vous ne pesez rien. Au final, vous ne représentez rien du tout. Et ça, c'est un constat qui est fait aujourd'hui au Cameroun. Beaucoup de Camerounais boycottent Biya parce que ils ne comprennent pas que le président Biya ne soit pas sensible à leurs problèmes aujourd'hui. Est-ce qu'il faut boycotter ou bien il faut le sanctionner? Oui, mais il faut aller plutôt dans les urnes pour le sanctionner. Oui, mais ça quand on reste à la maison, ça ne change rien du tout. Ça, c'est la logique. Oui. C'est tout à fait normal. Mais quand l'organisateur de ces élections met tous les moyens à sa disposition pour bloquer l'ouverture de ces élections, pour bloquer le caractère transparent et démocratique de ces élections, à quoi ça sert d'aller à une élection? Mais on sait aussi qu'en Afrique, chez nous, dans beaucoup de pays, le taux de participation ne compte pas beaucoup, malheureusement. Oui, mais à quoi ça sert d'aller à une élection lorsque vous savez que votre vote, qui est primordial, qui vous appartient à vous en tant qu'électeur, ne sera pas pris en compte et sera transgressé, sera remplacé par celui de quelqu'un d'autre. Messieurs, partons pour la grande pause et nous revenons dans une dizaine de minutes après le journal.